sujet, on a avec nous Nafadji Sori Konde, il est auteur de l'ouvrage Introduction en Co, une alternative linguistique pour l'Afrique. Aboubakar. Alors, présentez-nous brièvement votre ouvrage sur l'ONCO, une alternative linguistique pour l'Afrique. L'ouvrage Introduction en Co, une alternative linguistique pour l'Afrique est un livre que j'ai publié aux éditions L'Harmattan en 2017, Harmattan Guinée. Ouvrage qui a pour objectif de présenter l'ONCO, qui est très connu dans le milieu francophone, qui est très connu par les intellectuels francophones. Donc au niveau de l'ouvrage, c'est un ouvrage de 240 pages qui présente l'alphabet Nko. Et depuis le XXe siècle, des dizaines de systèmes d'écriture autochtones ont été inventés en Afrique pour diverses langues, mais ils sont le plus souvent oubliés après la disparition de leurs fondateurs. L'ONCO, système de transcription phonétique et phonologique des langues africaines en Afrique occidentale, élaboré en 1949 par le savant guinéen Solomona Kanté, né en 1922 et décédé en 1987, est une écriture qui poursuit de nos jours son développement et son adaptation à la modernité. Donc l'ouvrage aborde non seulement les origines de l'alphabet Nko et le travail scientifique de son fondateur. L'ouvrage présente aussi les aspects organisationnels, littéraires, linguistiques, technologiques, thérapeutiques et philosophiques du mouvement culturel qu'il a engendré en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, quand vous voyez aujourd'hui l'ONCO, aujourd'hui c'est un système d'écriture créé par Solomona Kanté, mais Solomona Kanté a été à la base vraiment d'un système scientifique et d'un système... Donc ce système-là, comment il est organisé du point de vue littéraire, du point de vue promotion des langues africaines et du point de vue adaptation à la technologie et même la thérapie, parce qu'aujourd'hui il y a Solomona Kanté a écrit vraiment des ouvrages sur la médecine traditionnelle africaine et même sa philosophie. Et puis il y a un mouvement aussi culturel aujourd'hui qui est né en Afrique de l'Ouest, qui est en train de se battre pour promouvoir aussi cette écriture. Donc comment ce mouvement aussi est organisé. Donc l'ouvrage essaie grosso modo un peu volumineux, 240 pages, vraiment pour présenter au public francophone qu'est-ce que réellement l'ONCO, ce système d'écriture alphabétique composé de 27 lettres qui se répartissent en 3 groupes, 7 voyelles, 19 consonnes et une lettre diphtongue intermédiaire. L'alphabet Nko possède aussi des signes diacritiques qui permettent de noter les tons des langues africaines. Donc c'est comme j'ai dit, yere ou yere en langue soso, le mouton et le poisson. Donc la différence n'existe que dans le ton, ou en maninka, bala ni bala, donc le balafon, instrument de musique, et xylophone, et bala qui est le porc-épic. Donc vous allez voir que dans les langues africaines, la différence entre deux pronoms personnels peuvent être directement dans le ton. Et si vous comprenez, quand je dis par exemple c'est le G, dans beaucoup de langues le G, quand je dis ça veut dire le nous. Donc ce n'est pas seulement la lettre qui a changé, mais c'est le ton qui a changé. Donc le mérite de Solomona Kanté, le grand mérite qu'on peut lui reconnaître, ce n'est pas seulement la simple invention d'un système d'écriture, mais le fait qu'il a su anticiper l'étude des tons dans la grammaire des langues africaines. Donc c'est le grand mérite même que les grands linguistes américains, européens, russes lui reconnaissent. Donc aujourd'hui, le phénomène de ton dans les langues africaines est mieux connu. Mais au moment où est inventé l'alphabet Nko en 1949, à peu près 9 ans avant l'indépendance de la Guinée, dont les linguistes occidentaux n'avaient pas commencé l'étude des tons des langues africaines. Mais grâce aux travaux scientifiques de Solomona Kanté sur les tons des langues africaines, donc aujourd'hui, et grâce à l'apport de l'alphabet Nko, il y a eu un plus à la linguistique africaine. Donc ce n'est pas du tout une langue, contrairement à ce que les citoyens lambda pensent. Non, l'Nko est un système d'écriture. Et c'est un système d'écriture donc phonétique et phonologique. Phonétique, bon, je ne vais pas faire un cours de linguistique. Alors, non, allez-y, parce qu'il faut que les auditeurs comprennent. La phonétique et la phonologie. Oui, la phonétique, c'est l'étude, c'est la détermination des lettres. Je vais m'exprimer très simplement pour à nos auditeurs. C'est la détermination des lettres d'une langue. Si vous prenez par exemple le soso a des lettres. Le pulaar a des lettres. Donc, il y a des mots, par exemple, en soso, il y a des tons, il y a des sons, par exemple. Par exemple, la phonétique, c'est l'étude des sons, si vous voulez, d'une langue. C'est ça. Il y a des sons.
en soso qui n'existe pas en pulaar. Bon, quelqu'un qui a par exemple sa langue maternelle en pulaar, s'il n'arrive pas à prononcer le B, il dit par exemple Bembe, on saura directement que le B est absent du pulaar. Un malinké aussi ne peut pas avaler le Ra en soso. Marie Khaibou. Donc un malinké, il va toujours dire K. Il ne peut pas avaler le K parce que le Ra n'existe pas. Un soso aussi ne peut pas prononcer le Ja. Même M. Diallo, il dit M. Yallo. Quand vous prenez, par exemple... Donc, ça veut dire que la détermination des lettres d'une langue, les unités élémentaires d'une langue, c'est ça la phonétique. Vous prenez par exemple le Sénégalais, même s'il est sorbonnard, il ne peut pas dire métier. C'est métier. Effectivement. Chantier. Donc, la langue maternelle influence. Donc, c'est ça la phonétique. Mais la phonologie, c'est autre chose. C'est l'étude des tons. Donc, on a remarqué que dans les langues africaines, deux mots peuvent avoir la même orthographe, mais réellement la différence existe dans le ton. Attendez, pour comprendre, par exemple, dans le Nko, on étudie les nasales, les labiales. Bien sûr, les labio-dentales, bien sûr. On ne va pas aller dans la linguistique. Bien sûr, aujourd'hui, l'Onko même, il est mieux connu des linguistes. Il y a eu de nombreuses études de linguistes américains, d'anthropologues américains, de français et d'anthropologie linguistique. Et aussi de linguistes quand même. L'Onko est bien connu dans les milieux linguistiques. Depuis des années 1990 à nos jours, il y a eu de nombreuses thèses de doctorat soutenues sur différents aspects du Nko, des aspects liés aux documents, des aspects liés aux recherches, des aspects liés à beaucoup de... Pour la compréhension de la langue, vous dites que c'est un système d'écriture qui est phonétique. Oui, donc c'est pas une langue, le Nko. Oui, le Nko n'est pas une langue. Mais à l'origine, quand on qualifie un système d'écriture de phonétique, c'est de par sa capacité à transcrire. Parce que l'Onko peut même transcrire les onomatopées. Quand j'appelle mon sien, viens, l'Onko peut noter ça. Donc, aujourd'hui, même l'autre jour, là, on a posé la question au professeur Valentin Vidrine qui a publié de nombreux articles scientifiques. C'est un linguiste qui travaille à l'INALCO, Institut national de la civilisation orientale, sur un site qui s'appelle Réflexion sur la Guinée. Un groupe, il a été invité. Les gens lui ont posé la question, Monsieur Valentin, est-ce que l'Onko est capable de transcrire toutes les langues du monde? Il a répondu oui. Donc les linguistes ont fait des tests. Vraiment, c'est parce que même l'alphabet phonétique international a certaines limites. Donc moi, c'est ce que le grand mérite vraiment de Souleymane Kanté en tant que savant, parce que quand on dit savant, c'est pas seulement la simple invention d'un système d'écriture, mais c'est qu'il a mené vraiment des études approfondies sur des langues africaines. Sinon, Souleymane Kanté, qui est né en 1922, à Kankan bien sûr, il n'a fait que l'école coranique, il n'est pas allé à l'école française. Est-ce que vous comprenez? C'est la génération d'Amercier Couture, c'est la génération de Cheikh Anta Diop. Ce que je voulais comprendre, est-ce qu'il y aura une mutation possible du système d'écriture au langage parlé, le Nko? Oui, bien sûr. Il y aura une déclinaison? Oui, bien sûr. Un système d'écriture est toujours là pour transcrire les langues. Ou bien, l'écriture n'existe pas sans langue. Est-ce que vous comprenez? Donc, Souleymane Kanté, sa langue maternelle était le Maninka. Il n'est pas parti à l'école. Il a fait ses travaux en langue nationale Maninka. Est-ce que vous comprenez? Mais Souleymane Kanté même a appelé son alphabet phonétique africain. C'est dans son entendement. Tout le monde arabe utilise, les langues sémitiques utilisent l'alphabet arabe, n'est-ce pas? Les langues européennes utilisent l'alphabet latin. Donc lui, dans son entendement, il a créé l'alphabet Nko pour les langues africaines. C'est pour cela, quand vous prenez l'alphabet Nko, quand vous prenez une langue comme la langue Maninka, dans la langue Maninka, on a besoin seulement de 4000 syllabes pour transcrire la langue Maninka. Et si vous comprenez, c'est-à-dire, mais quelles sont les capacités phonétiques de l'alphabet Nko en matière de transcription? L'alphabet Nko transcrit 68 000 syllabes. Alors que, donc ça veut dire que c'est comme une base de données qu'il a. Il a fait un tableau, une base de données, et il a mis les sons de différentes langues. Maintenant, quand une langue est prête vraiment à utiliser l'alphabet Nko, il tire de cette base de données les sons qu'il a besoin pour ça. Donc c'est pour cela qu'on a attribué l'alphabet, on dit alphabet phonétique et phonologique. Alors, parlez-nous de cette proposition de loi portant protection, valorisation des langues et cultures de Guinée à travers l'introduction de l'alphabet Nko dans le système éducatif. Ok. Donc, cette proposition de loi qui émane d'un député, ça c'est aujourd'hui, nous sommes en 2019, donc le Nko a été créé en 1949, ça fait 70 ans.
à 70 ans, on peut faire un bilan de ce qui s'est passé. Donc quand on fait ce bilan, on se rend compte qu'aujourd'hui, au niveau même des classements de l'UNESCO, en matière de production linguistique par rapport aux langues africaines, les transcriptions en écriture Nko, toutes langues confondues, donc l'écriture Nko vient en deuxième position aujourd'hui après le Swahili. C'est l'UNESCO, c'est un classement de l'UNESCO qui date de 2015. Et si vous comprenez, or le Swahili, c'est une langue qui est promue au niveau des États, même de l'Union africaine, des organisations internationales. Alors que l'Onco, c'est des volontaires qui le font. Ce n'est pas supporté par les États, par les gouvernements. Donc aujourd'hui, quand vous prenez un pays comme la Guinée, nous avons recensé 180 livres publiés de 2017 à 2018, l'année internationale du livre. C'est-à-dire quand Conakry a été capitale mondiale du livre. Donc on a recensé en l'espace d'une année 180 livres. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et aujourd'hui, les statistiques nous disent qu'en République de Guinée, il y a 1 500 000 personnes qui peuvent lire l'alphabet Nko. Donc, tous ces efforts-là ont été fournis sans l'État. Donc c'est ce qui a fait qu'il y a eu des études vraiment des universités américaines qui ont dit, bon, on va voir qu'est-ce qui se passe. Parce que nous, les Africains, les choses peuvent naître sous notre nez, à notre barbe, et se développent, on n'est pas curieux. Donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup de recherches pour voir vraiment. Donc, il y a même un système scolaire parallèle. L'Onko a été créé en 1949 et Solomon Kanté est rentré en Guinée à l'indépendance de la Guinée. Donc imaginez, même malgré le temps de la révolution, il y avait une autre politique linguistique, donc l'Onko a toujours su se frayer un chemin parce que c'est un outil d'alphabétisation. Et aujourd'hui, il y a des ouvrages. Aujourd'hui, on estime à environ 10 000 ouvrages publiés en cours pendant ces 70 ans. Donc vraiment, ça fait quelque chose. Et il y a des journaux aussi qui paraissent en cours. Demandez la haute autorité de la communication. Vous êtes des journalistes. S'il y a les journaux qui sont enregistrés en Guinée en langue nationale. Et combien de personnes lisent ce journal en cours? Il est écrit pour combien de personnes? Est-ce que vous comprenez? Donc, effectivement, quand vous prenez le grand avantage de l'alphabet Nko, vous savez, nos pays sont des États théoriquement francophones. La Guinée est un pays francophone théoriquement. Mais combien de personnes parlent et maîtrisent cette langue? C'est ça la grande question. La langue française. Vous verrez, la langue française. Donc vous verrez que beaucoup de personnes sont restées à la marge de la scolarisation. Les grands hommes d'affaires de la Guinée, peut-être, ils peuvent massacrer le français. Donc vous allez voir qu'en Guinée, 70% de la population guinéenne ne parle pas français. Donc, si c'est les 25 à 30% qui s'expriment en français, donc dire que ce pays est francophone, donc politiquement, on l'accepte. Mais la réalité linguistique... L'outil de travail sur le français, c'est la langue officielle. Donc ça veut dire que c'est la langue officielle. Ouais. Mais vous imaginez que notre pays a des problèmes de développement. C'est ça même la justification. Donc imaginez que 70% de la population sont exclus, ne peuvent comprendre les textes de loi, les grandes orientations du gouvernement. Donc imaginez les difficultés même des dirigeants africains, vraiment, à ce que cette population comprenne la démocratie. Donc la problématique des langues, elle est vraiment réelle sur le plan. Donc il n'y a pas eu d'aménagement. Les pays francophones n'ont pas fait d'aménagement pour accorder une place à un certain niveau aux langues nationales. Donc aujourd'hui, quand vous prenez la direction nationale de l'alphabétisation, aujourd'hui, il y a dans les villages, les gens ont appris à calculer en Soussou, en Poulard, en Maninka, en Kwele. Je disais en off à Azokaba, quand je prends la coopérative de la pomme de terre de Tingui Madina, est-ce que vous comprenez? Les productrices de la fédération des paysans. Oui, des paysans. Donc, qui ont été alphabétisés en Poulard. Donc, elles ont été capables de faire les statuts et règlements intérieurs de leur structure sans l'aide d'un juriste. Ils ont fait ça en Poulard. Donc, ça veut dire que la définition même de l'analphabétisme doit être revue. Oui. Est-ce que vous comprenez? Comme l'a dit André Malraux, l'intellectuel, ce n'est pas seulement l'homme à qui les livres sont nécessaires, mais tout homme qui dispose d'une idée, si élémentaire soit-elle, et qui peut ordonner la vie d'une nation. Donc aujourd'hui, si nous voulons vraiment nous développer, il est temps d'accorder une place vraiment à nos langues nationales. Et Nafadji Sori Kondé, il est auteur de l'ouvrage Introduction Nko, une alternative linguistique pour l'Afrique. Alors, on parlait de cette proposition. Alors, il n'y a que dedans, il est question on reconnaît que le Kissié, le Pléo, le Lomago, le Maninkakan, le Poulard et le Soussou comme des langues nationales qui sont pratiquées et que l'État, mais il est dit que l'État introduit l'Nko
dans son système éducatif pour la transcription et l'enseignement des langues et cultures enracinées sur le territoire guinéen. Est-ce que ce n'est pas antinomique? Ok, bon, ce n'est pas antinomique où cette proposition de loi parle essentiellement de 3 choses. Je vais résumer. Et cette proposition de loi, parce qu'on sait qu'il y a un alinéa de l'article 1er de la Constitution qui dit l'État guinéen assure la promotion des cultures et des langues du peuple de Guinée. Donc c'est constitutionnel, 1. Et de 2, l'article 25 dit vraiment, l'article 7 dit que chaque Guinéen a le droit vraiment de s'instruire aux sources accessibles à tous et dans les langues. Et l'article 25 aussi de la Constitution nous dit que l'État a le devoir de traduire et de promouvoir tous les textes de loi, les actes normatifs dans les langues. Donc ça veut dire que juridiquement, les bases vraiment de la promotion des langues nationales sont là. Mais cette loi-là, le premier acte, c'est reconnaître d'abord les langues nationales pratiquées. Donc c'est pour cela qu'on a cité, il y a une vingtaine de langues nationales en Guinée, mais les 6 langues nationales les plus pratiquées de la Guinée, le Soussou, le Pulaar, le Maninka, le Kissi, le Toma, le Pelé. Et si vous comprenez. Donc maintenant, l'Onko, quand on dit l'État introduit l'Onko pour leur transcription, la transcription veut dire écrire ces langues dedans à travers l'alphabet Onko. Donc, quand vous lisez vraiment cette proposition de loi... Mais y a, le Soussou a un alphabet. Oui, bien sûr. Le Pulaar est à l'alphabet. Le caractère de cette loi... Cette loi n'a pas un caractère, cette loi a un caractère optionnel et non contraignant. Quand vous lisez toute la loi, c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. C'est-à-dire, quand vous prenez la République de Guinée est déjà engagée dans la réintroduction des langues maternelles à l'école primaire. C'est-à-dire, tout le monde n'a pas cette information. C'est-à-dire, que ce soit avec cette loi sur l'Onko ou sans cette loi, la Guinée, les autorités guinéennes ont déjà donné leur aval pour introduire les langues maternelles à l'école primaire. Et ce programme-là, qui s'appelle ELAN, École et langue nationale en Afrique, est un programme piloté par la francophonie. Ce programme-là vise à rattraper le retard des systèmes éducatifs des pays francophones face à leurs homologues anglophones. Parce que dans les pays anglophones, on a remarqué que souvent les langues maternelles sont valorisées au primaire, on introduit l'anglais. Et ça leur donne un bon coefficient. Parce qu'on introduit les langues maternelles au primaire parce que l'enfant apprend mieux dans sa langue maternelle. Mais dans dans les pays francophones, toujours si la Guinée est une exception quand même qui confirme la règle, mais dans la majeure partie des cas, on a toujours nié la langue maternelle de l'enfant dans les pays francophones. Donc, or, le système éducatif des pays francophones, vraiment, ce n'est pas le cas seulement guinéen, se trouve dans un état lamentable. Donc, la francophonie a fait des enquêtes et elle a conclu que vraiment, il faut introduire les langues maternelles dans les pays francophones. Donc, ce programme-là, il y a 12 pays qui ont souscrit, y compris la Guinée. Et la Guinée, je crois, cette année, l'expérimentation a commencé à Kindia avec la langue Soso. Les enfants de Kindia vont commencer d'abord à apprendre le Soso, leur langue maternelle. Au primaire. Au primaire. Ensuite, on introduit le français. Et toutes les expériences ont prouvé que l'introduction, que l'enfant dont la langue maternelle a été valorisée, maîtrise mieux même la langue étrangère en 6e année que l'enfant dont la langue maternelle a été ignorée. Donc ça veut dire que le débat sur la question de l'introduction, donc cette loi-là vient confirmer d'abord la thèse que vraiment les langues maternelles doivent être introduites, indépendamment, avec ou indépendamment d'un coup, la loi le dit, et de deux encore, et cette loi aussi valorise l'expérience. Mais là, la loi, elle est contradictoire. Parce que quand non, elle n'est pas contradictoire. On dit que pour la transcription et l'enseignement des langues et cultures, on parle le Est-ce que vous comprenez? Je répète, laissez-moi finir. Le Pulaar, il y a un alphabet qui est très développé. Nous le savons, oui. Le Maninkakan a aussi son alphabet. Le Sossou, on n'en parle pas. Le Pelé. C'est là, je dis, il y a quelque chose qui est un peu paradoxal. Il n'y a pas de paradoxe. Vous savez, il faut voir ça dans la validation d'une expérience donnée. C'est-à-dire, quand on juge de faire entrer quelque chose dans le système éducatif, on ne se lève pas un beau matin pour le faire. Il y a des acquis, il y a des prérequis. Un enseignant qui doit préparer une leçon, il y a les prérequis. C'est-à-dire les matériels qui sont à bord. Donc, au niveau de l'alphabet Nko, il y a un problème qui se pose. On ne dit pas que l'Onko, c'est-à-dire, on ne dit pas que l'Onko, ce qui est à l'ordre du jour, c'est l'officialisation du Nko dans le système éducatif guinéen. Moi, je le dis toujours, l'Onko, il est déjà dans le système
éducatif guinéen. Parce que quand on dit un système, c'est tout un agrégat de choses. Pourquoi? En 1995, il y a eu pour la première fois à Tonyouling, une sous-préfecture de Sigiri, l'inauguration de la première école primaire Maninka français, mais Maninka transcrit en alphabet. Ça, c'est en 1995. Ça fait 24 ans. Donc, en 1997, la première école primaire Maninka français, reconnue par le ministère de l'Éducation à Kankan, a été créée en 1997. Donc, en 1998 à Sigirin Centre, en 2000 aussi à Kirouani. Donc, ces centres-là ont été considérés par le ministère de l'Éducation comme des centres pilotes. Ça veut dire que la francophonie commence maintenant, en 2010. Mais l'ONCO a commencé cette expérience depuis 1995. Oui. Aujourd'hui, nous avons une cinquantaine d'écoles primaires, bilingues. Et si vous comprenez, langue nationale française. Donc, ça veut dire que c'est une expérience aujourd'hui qui est en avance, avec sur celle même de la francophonie. Donc aujourd'hui, et les directeurs préfectoraux de l'éducation de l'intérieur du pays, et si vous comprenez, donc ces écoles-là existaient il y a longtemps, depuis la Deuxième République, parce qu'on ne va pas dire que c'est maintenant, et les élèves de ces écoles, et si vous comprenez, étaient présentés comme candidats au certificat d'études primaires, c'est-à-dire l'examen d'entrée en certaines années. Donc il y a eu une évaluation de ces écoles, il y a eu des études de ces écoles. Maintenant, si la Guinée aujourd'hui est d'accord, l'ONCO avait commencé ça depuis au moment où personne n'en parlait. Et il y a des écoles qui se sont développées. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont terminé l'université, qui sont issus de ces écoles primaires. Et si vous comprenez. Et c'est une expérience qui a marché. Et les études aussi d'autres pays aussi se sont inspirées de nous. Même la francophonie, le rapport de la francophonie qui défend le bilinguisme, langue maternelle française. Et il y a un paragraphe qui a parlé de l'expérience de l'alphabet en cours. Ça, c'est un paradoxe. Maintenant, si la même francophonie aujourd'hui a convaincu les autorités guinéennes de réintroduire les langues maternelles dans les écoles primaires, et le ministère de l'Éducation nationale a accepté, en conseil des ministres, tout est accepté, et la Guinée même, l'expérience doit commencer, ça doit s'étendre au c'est à l'ouverture là que ça commence à Kindia. Ça commence à Kindia, à l'ouverture prochaine. Les moyens sont faits. Le primaire. Mais l'introduction, l'alphabet, ça va être l'alphabet. Ça, c'est l'alphabet latin. Un sous-sous. Mais ceux qui ont maintenant la francophonie, en faisant un plaidoyer auprès des ministères de l'Éducation nationale des différents pays africains, a cité l'exemple d'un cours dans ces documents. Oui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il n'est pas paradoxal que si un tel programme vient en Guinée, qu'on ne tient pas compte du cas d'un coup qui a été déjà recommandé. Mais le problème, c'est que... Donc, cette proposition de loi vient donner un cadre normatif au cours. Parce que l'ONCO existe en Guinée, c'est une situation de fait. Dans les écoles, même les DPO aussi cautionnent ça. Maintenant, s'il n'y a pas un cadre normatif, un cadre juridique, dont l'expérience va rester toujours... Mais en fait, les gens craignent que ça soit après une obligation. Non. C'est là-bas le problème. C'est l'enseignement. Dans la loi, c'est l'enseignement. Dans la langue, il y a une partie obligatoire et une partie optionnelle. La partie obligatoire, au moment où l'État décide d'introduire les langues nationales à l'école primaire, ça c'est l'État, c'est une obligation, ça ne dépend pas de nous. Mais nous voulons maintenant que l'ONCO en fasse partie de cette expérience. Et dans la même loi, ce que les gens ignorent, il est dit, parce qu'il est dit tellement qu'il est dit que concernant l'enseignement d'un cours des langues nationales en cours, est-ce que vous comprenez? C'est à la demande des communautés linguistiques données ou bien des communautés locales données. C'est-à-dire si l'ONCO doit être intégré, par exemple, dans une école primaire d'un village de Mandiana, dans la région de Kankan, donc ce sont les habitants de Mandiana, dans la période de Kankan, qui vont dire au maire, vraiment, écrire au ministère de l'Éducation, nous allons faire partie de l'expérience. Donc vraiment, c'est une loi. Donc ça veut dire que même si, parce qu'une loi, elle est générale, elle est impersonnelle, même si on dit que c'est national, mais la même loi dit, et si vous comprenez, parce que il n'y a pas une contradiction. Quand une mine est à Boké, quand il y a les mines de bauxite à Boké, à la préfecture de Boké, est-ce que la Guinée va refuser les intérêts de ces mines-là, dire que non, c'est à Boké? Donc, la culture aussi, c'est la même chose. Quelle que soit la langue, quelle que soit la culture, même si ça revient d'un point donné, l'État doit en faire son credo. Ça, c'est un deuxième plaidoirie aussi. Aujourd'hui, l'ONCO est enseigné dans les grandes universités dans le monde. L'université du Caire en Égypte, c'est la plus grande université du monde arabe. L'université d'État de Saint-Pétersbourg en Russie. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'université de Harvard aux États-Unis d'Amérique.
Et l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales, c'est la plus grande université de linguistique en France. Donc, ça c'est un. Donc, aujourd'hui aussi encore, les gens aussi se battent, font la promotion de ça. Moi, je pense qu'il est du devoir vraiment que, à un moment donné, les députés qui sont nos élus, ils l'ont fait déjà. Qui ont fait le constat sur le terrain. Ils l'ont fait. Il en facile Moi, mon problème, la loi est en étude au Parlement. Et la proposition de loi est déjà au Parlement. Mais est-ce que la donc langue, maintenant, la langue nous, pourquoi nous aimons ce débat? Attendez, je vous rectifie l'écriture. Et voilà, l'écriture. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, moi, ce que je vois à vous écouter, j'ai l'impression que ça va être une écriture transfrontalière. C'est-à-dire la Guinée ne peut pas se prévaloir de la paternité. C'est-à-dire on ne peut pas dire que c'est une langue qui est essentiellement... Ça doit être certainement une langue, dans un premier temps, dont les pays francophones vont avoir en commun. Bon. L'affaire d'Unco, effectivement, il est transnational. Si nous avons... C'est l'une même des nécessités de cette loi. Aujourd'hui, il faut reconnaître que beaucoup de pays se disputent la paternité d'Unco. Souleymane Kanté, l'inventeur, vous savez, bon... comme les États africains sont très récents, bon, moi, en tant que panafricain, je n'entre pas dans ce débat, quoi. Pour moi, l'Unco, il est africain, c'est tout. Mais quand vous partez sur Internet, vous tapez sur la biographie de Souleymane Kanté, vous allez voir Souleymane Kanté né en Guinée, mais d'origine malienne. Et on a été en Côte d'Ivoire, et le bâtiment dans lequel Souleymane Kanté a inventé l'alphabet Unco, parce qu'il était en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, des travaux sont en cours pour en faire un musée. Donc, il y a même un Ivoirien qui m'a dit en 2017, j'étais à un colloque à l'université de Cocody à Abidjan. Il y a un chef ivoirien qui nous a dit que non, que vous les Guinéens, que l'Unco c'est pour nous. Parce que Souleymane Kanté, même s'il est d'origine guinéenne, oui, même s'il est guinéen, mais il a inventé l'Unco chez nous, donc c'est un patrimoine ivoirien. Bon, moi, en tant que panafricain, je n'entre pas dans ces débats parce que il a fait quand même pour l'Afrique. Lui-même, il a dit alphabet phonétique africain. Donc on peut transcrire beaucoup de langues. Et ce n'est pas seulement les langues mandingues comme beaucoup le font croire. Quand vous partez au Mali, en Moti, l'alphabétisation s'est faite à travers l'écriture Unco, mais en Fulfulde, le poulard malien. Est-ce que vous comprenez? Le soninké aussi, qu'on appelle chez nous le maraka ou bien le sarakoulé. Il y a l'alphabétisation en cours. Donc, c'est quelque chose dont cette loi-là n'est pas une contrainte pour que toute la Guinée l'adopte. On a compris ça, on a compris. Donc maintenant, le caractère international, ce que nous regrettons aujourd'hui, c'est que toute chose, quand ça commence à introduire des intérêts, aujourd'hui, quand je vois les multinationales comme Yahoo, Google, Microsoft qui est en train de travailler sur l'Unco, les instruments de technologie comme Huawei, aujourd'hui, ces multinationales-là sont en train de se faire de l'argent. Ça, je l'ai dit, parce que la commission de l'éducation de l'Assemblée nationale nous a invités en tant que promoteurs d'un coup d'aller vraiment de nous écouter. Ils nous ont auditionnés. Je leur ai dit, le problème d'Unco, vraiment, c'est que l'Unco n'appartient à personne. Voilà. Comme ça n'appartient à personne, c'est ce que je voulais dire. Comme l'Unco n'appartient à personne, donc aucun État ne peut... Au niveau des institutions internationales, aucun État ne peut vraiment demander le brevet. Demander le brevet ou autre chose. Donc même moi, par exemple, lors du lancement d'un cours à l'INALCO en 2011, on m'a invité à Paris en tant que spécialiste d'un cours. Je suis parti à l'UNESCO. Quand je suis parti à l'UNESCO, mais l'UNESCO m'a dit, mais vraiment, oui, nous avons reconnu l'UNCO depuis longtemps, depuis 1992. Mais le problème, c'est que c'est votre État qui refuse de faire une place UNCO. Or, l'UNESCO, c'est une agence intergouvernementale. Donc, toute situation d'UNCO qui viendra du gouvernement guinéen vers nous, donc, nous allons vraiment soutenir cette initiative. Mais nous ne pouvons pas nous substituer aux États. Donc, c'est pour cela cette proposition de loi, ça va permettre à la Guinée de réclamer même vraiment les émoluments, les entreprises qui se font de l'argent au dos de la Guinée. Même il y a un chercheur américain qui a écrit que l'UNCO, c'est quelque chose qui est dans la rue. Les populations l'utilisent. Est-ce que l'absence de ce cadre normatif-là, ça fait que même la Guinée ne peut pas bénéficier aujourd'hui de ces ressources. Donc la Guinée vraiment, l'UNCO peut-il devenir après un instrument scientifique? Il y a déjà un instrument de recherche. Cet aspect-là, je ne l'ai pas abordé. L'UNCO d'abord, parce que là où il est né, quand on parle d'écriture, l'écriture c'est lié aux langues. L'UNCO aujourd'hui a fait de nombreux travaux. Depuis Souleymane Kanté. Souleymane Kanté a fait aujourd'hui, et tous les manuels pédagogiques sont transcrits. Est-ce que vous comprenez? Quand vous montez sur les réseaux sociaux, Facebook et autres, sur les différentes plateformes informatiques, l'UNCO il est présent. Autre chose encore, ce qui est très important, c'est que la langue maternelle,
aujourd'hui, c'est pour cela que je disais à un média de Saint-Tristan, j'ai rencontré un jeune à Cancan qui n'a fait ni l'arabe, ni l'anglais, ni le français. Aujourd'hui, qui est développeur en informatique grâce à l'alphabet Nko. Il fabrique ses propres... Un jeune, moins de 20 ans, il fabrique aujourd'hui ses propres applications. Donc moi, j'ai dit vraiment, ce jeune-là, il faut l'amener à Conakry, il faut le présenter aux médias. Parce que la science, ce n'est pas sorcier. Un enfant qui parle poulard, si on l'envoie à l'école maternelle, il a 600 vocabulaires, il a 600 mots déjà. Donc, au lieu de détruire ces vocabulaires poulards-là, mieux vaut renforcer ces vocabulaires poulards. Quand cela est consolidé, sa personnalité scientifique est là. Parce que l'observation, c'est les 5 organes de sens. Donc, l'enfant connaît tout déjà. Donc, il n'est pas aussi inintelligent qu'on le croit. Donc, maintenant, quand on renforce ça, ensuite, quand on introduit une langue étrangère, sans que la langue maternelle soit détruite, ça fait des enfants des scientifiques. Et regardez l'Asie. L'Asie a été colonisée comme nous. Mais nous, les Africains, nous ne voyons pas toujours le bon exemple. On dit seulement il y a l'anglais en Asie. Non, il y a l'anglais en Asie, d'accord. Mais qui peut me citer un seul pays au monde où l'éducation primaire n'est pas dans la langue maternelle de l'enfant? Il n'y en a pas. J'ai posé cette question l'autre fois sur les réseaux sociaux. Quelqu'un m'a cité les États-Unis. Mais quels sont les enfants parlés par les enfants et quelle est la langue parlée par les enfants américains en famille? C'est pas l'anglais? C'est l'anglais. Donc, le problème en Afrique, la non-maîtrise de la science, de la technologie, découle du fait que vraiment, on n'a pas beaucoup tenu compte de ça. Et aujourd'hui, regardez le Kenya, les startups, le Nigeria, les pays anglophones quand même ont compris ça très longtemps, puisque même pendant la colonisation, l'Angleterre a toujours autorisé d'enseigner les langues africaines. Le mandingue était enseigné en Gambie pendant la colonisation, mais ni au Mali ni en Guinée. Est-ce que vous comprenez? Le Hausa était enseigné au Nigeria pendant la colonisation, mais pas au Niger ni au Bénin qui était francophone. Donc, quand vous partez au Ghana aussi, l'Ashanti, le Akan, c'est des langues qui sont enseignées dans les écoles primaires. Mais ici, curieusement, les gens ont une mentalité, ils pensent que... Non, ici c'est la politique sécouturienne qui a mal placé le problème. À l'époque, je ne vous apprends rien, c'est que dans chaque préfecture, vous apprenez la langue qui est parlée dans la préfecture. C'est-à-dire, je suis de Telmele, j'apprends le poulard, je viens à Kindia, j'apprends le soussou, je quitte Kindia, je vais à Kankan, j'apprends le maninké, le maninkakan, puis je quitte là, je vais en Guinée forestière, si c'est à Massanta, c'est le Toma ou le Loma, je vais en Zérékoré, c'est le Pelé, etc. Voilà ce qui a un peu abattardi, qui a fait qu'on a abattardi nos langues nationales. Et ça, c'est d'un point de vue politique. Vous savez, les techniciens, on ne voit toujours pas le verre à moitié vide. On reviendra pour voir le verre à moitié plein. Avec nous dans de Lynx, Nafadji Sorikonde, il est auteur de l'ouvrage Introduction Onko, une alternative pour l'Afrique. On était en train de parler donc de ce départ que certains qualifient de mauvais de langue nationale en Guinée. Oui. Pendant la première République. Vous savez, on dit souvent la Guinée, c'est le pays des occasions manquées. J'espère qu'on ne va pas manquer cette occasion. Parce que chaque fois... Donc, l'expérience guinéenne de la Première République a eu des acquis et des faiblesses. Et si vous comprenez. Je vais commencer par les faiblesses. Parmi les faiblesses de l'expérience, il y avait le manque de moyens, le manque de personnel qualifié, le manque de manuels. Et puis l'impréparation et la précipitation dans la mise en œuvre de la décision. C'est une décision qui était salutaire. En août 1968 à Cancan, lors du séminaire de la Révolution, donc il a été décidé, imagine, entre août et octobre, au mois d'août, donc il faut introduire les langues maternelles. En 68, dès la rentrée prochaine. Donc, et on a pris les syllabaires qui servaient d'alphabétisation pour adultes pour introduire ça au niveau du primaire. Donc il y a eu des préparations. Donc vraiment, cela a fait que l'expérience a eu des difficultés. Mais ça, c'est un. Deuxième difficulté, pour un premier temps, on a dit les 3 premières années du primaire et à partir de la 4e année, on introduit le français. D'ailleurs, c'est ce qui était la bonne méthode. Donc, ça veut dire que la bonne décision quand même avait été prise au départ. Donc, mais au fur et à mesure que l'expérience évoluait, vraiment, ils ont élargi. Et à la fin de la Première République, on était déjà au niveau du collège. Donc, ça fait que les élèves de la Première République étaient plus bien en sciences qu'en langue. Il était plus bien en sciences qu'en langue. C'est pour cela que je remercie beaucoup mon collègue Agui Bousso
et le doyen Paraya de Agipel N. Je leur ai posé la question, mais vous, doyen, bon, nous on était petits, mais pourquoi vous avez supprimé les langues nationales en 1985? Le doyen m'a dit que vraiment c'est vrai, il y avait des difficultés, mais aussi il y avait des acquis. Que normalement, ce qu'on aurait dû faire en 1985, c'était de corriger les lacunes et maintenir quand même le bilinguisme, les acquis. Mais malheureusement, qu'on a tout rejeté. Or, en rejetant tout, cela a fait beaucoup plus de mal que de bien. Cela a fait beaucoup plus de mal que de bien. Donc, c'est un peu en fait ça. Donc, maintenant, c'est pour cela aujourd'hui, on ne peut pas connaître aussi les choses. Maintenant, il faut toujours dissocier les objectifs pédagogiques des objectifs politiques. Quand on dit non, toute la Guinée doit avoir une langue unique, ça c'est des objectifs politiques. Mais ça c'est des objectifs. Mais pédagogiquement, même les pays qui ont une langue dominante, on enseigne les langues régionales dans ces pays. Je prends le cas de la France. En France, la langue officielle, le français, bien évidemment. Mais les langues régionales sont enseignées dans les écoles primaires et collèges. Le breton, l'occitan, le basque, le catalan. Donc les langues dominantes n'éliminent jamais. Même quand vous prenez un pays comme le Sénégal, où le Wolof est langue dominante. Mais il y a 5 autres langues nationales enseignées. Au Mali, le Bambara est la langue dominante. Mais il y a 12 autres langues nationales enseignées. Donc ça veut dire que dans les questions linguistiques, en ce qui concerne le bilinguisme, langue maternelle française, on commence toujours par la langue maternelle de l'enfant, même si cette langue est minoritaire. Mais on peut introduire une deuxième langue, une troisième langue à travers un aménagement linguistique. D'ailleurs, je lance un appel aux autorités guinéennes de faire une politique linguistique. Vous voulez dire qu'on n'a pas de politique linguistique? On n'a pas de politique linguistique, c'est le vide. Seulement l'article 1er de la Constitution dit le français est la langue d'expression officielle. Ouais. Et il y a un article aussi qui dit l'État assure la promotion des langues et des cultures du peuple de Guinée. Point. Donc, or, il faut vraiment une loi linguistique en Guinée. Parce que nos politiques, bon, je ne vais pas mettre le pied dans les plats. Les lois électorales, élections, CENI. C'est ce qui nous préoccupe. Finalement, on a très peu de temps, très peu de place pour... Oui, il y a trop peu de place pour d'autres débats. Vraiment, il y a des débats, il y a des choses dont les citoyens ont besoin. Mais qu'est-ce qui explique selon vous alors la réticence de l'enseignement des langues nationales alors que l'UNESCO les recommande? Oui, bon, c'est que les gens ne sont plus formés. Aujourd'hui, avec la prépondérance de l'anglais, beaucoup de personnes disent que pourquoi ne pas aller vers l'anglais? C'est une langue commerciale. C'est une langue commerciale. Mais je suis d'accord. Ce que nous disons, c'est pas un réserve des langues étrangères qu'on a besoin, mais un aménagement linguistique. Et si vous comprenez. Parce que chaque langue joue une fonction précise. Et si vous comprenez. Maintenant, on peut commencer par la langue maternelle. Et si vous comprenez. Et introduire le français dès la 3e année de l'école primaire. L'anglais, on peut l'introduire en 6e année, voire la 7e année du collège. Donc, mais toujours, il faut une politique quand même cohérente. C'est pour cela qu'il faut vraiment une loi linguistique en Guinée cohérente. J'ai parlé l'année dernière avec le directeur de l'Institut des recherches en linguistique appliquée, IRLA, qui est une institution sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, qui doit élaborer la politique linguistique. Mais vraiment, ils m'ont dit vraiment faute de moyens. Quel moyen De contraintes budgétaires. Ils ont besoin de quoi? De combien de milliards pour ça? Bon, je n'en sais rien. Il faut les aimer, je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, le Mali a sa politique linguistique. La politique linguistique du Sénégal aujourd'hui est élaborée. À l'Assemblée nationale du Sénégal aujourd'hui, on peut parler le Wolof, ouais. Et c'est normal. Et c'est compris. Et qui a financé? C'est l'Union européenne. C'est pour cela qu'il y a des députés même qui nous ont posé la question. Mais si vous nous dites d'intégrer l'onco et les langues, où va quitter cet argent? Où cette somme? Je vais vous dire quelque chose. La Guinée aujourd'hui ne bénéficie pas des fonds qui sont alloués aux langues africaines parce que le pays a fermé les yeux longtemps. C'est pas la francophonie qui est en train de financer la réintroduction comme ça. Ça, c'est un. La Banque africaine de développement finance l'ADA, l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. Moi, je suis membre du groupe de travail pour l'élaboration du matériel éducatif des langues africaines. Notre groupe, c'est un groupe de l'ADA qui est supporté par la Banque africaine de développement. L'agence américaine, l'USAID aujourd'hui, a une ligne budgétaire pour la promotion des langues africaines. Mais c'est le Mali et le Sénégal qui raflent. Il faut partir aujourd'hui au Sénégal. Même le roman L'Enfant Noir, j'ai la version Wolof, L'Enfant Noir de Camara Laye, oui, qui n'existe dans aucune langue nationale de la Guinée. Mais ça existe aujourd'hui en Wolof, en Pulaar, au Sénégal. Donc les livres, les romans classiques, là, on les traduit. Il y a même une littérature qui est en train de naître dans les langues du Sénégal. Surtout le Wolof, le Pulaar et le Sérère, principalement.
Et imaginez, le gouvernement sénégalais alloue 1 milliard de francs CFA aux langues nationales. Donc ça veut dire que les langues nationales, il y a même un concept aujourd'hui qui est en développement qu'on appelle l'économie des langues. C'est que les langues nationales même peuvent rentabiliser, c'est des devises. Mais nous, on est tellement harcelés de rien. Donc si la Guinée vraiment donne une place à ces langues, donc les lignes qui sont au niveau de l'UNESCO, de la Banque mondiale, de la BAD et qui financent les langues africaines, notre pays va en bénéficier. Et les langues guinéennes aussi vont s'épanouir. Aujourd'hui, il y a une littérature, il y a les romans, et donc il y a des écrivains aussi, il y a des prix littéraires. Il y a beaucoup qui écrivent au Sénégal. Au Sénégal, en Guinée principalement, en Guinée comme l'État est absent, principalement les différents livres, c'est en transcription en maninka ou bien en pulaar fulfulde. Puisque l'État s'est désengagé, donc c'est des volontaires qui font. Donc il faut amener tout ça dans un cadre normatif. C'est ça le plaidoyer. Nafadji Sorikonde, auteur de l'ouvrage Introduction Nko, une alternative linguistique pour l'Afrique avec nous dans de links SMS de Elas Boubacar Teluel. Si on vous demande, dit-il, de faire un choix pour une langue nationale commune en Guinée, laquelle choisirez-vous et pourquoi? Le choix d'une langue nationale pour toute la Guinée est une question qui est politique. C'est aux décideurs politiques de le décider. Et si vous comprenez, si c'est le choix d'une langue nationale ou d'une langue, parce que cette question quand même est subsidiaire à la question pédagogique. Le choix même d'une langue nationale ne va pas empêcher d'enseigner les langues les autres langues dans les localités. Donc en Guinée, aujourd'hui, on est écartelé entre le nationalisme et le panafricanisme. Et en tant que panafricain, je dirais, sous les recommandations de l'Académie africaine des langues et de la CEDEAO, l'Académie africaine des langues, c'est une institution de l'Union africaine qui est chargée vraiment d'étudier le volet linguistique. Et c'est vous comprenez. Donc, et au niveau de la CEDEAO, donc, qui traduit dans les langues pulaar et maninka. Et si vous comprenez. Donc si l'objectif de la Guinée, c'est l'intégration africaine, c'est aller vers les voisins, il faut aller vers le pulaar et le maninka. Ça, c'est une directive de la CEDEAO. Mais si c'est un objectif strictement national, c'est-à-dire on s'en fout de l'extérieur et de l'intégration, il faut aller avec la langue soso. Donc c'est aux décideurs et aux politiques. Nous, les techniciens, ne pouvons qu'expliquer les enjeux des uns et des autres, quoi. C'est aux politiques de décider. Mais le choix quand même d'une langue, ce qui a retenu, le choix d'une langue dominante ne signifie pas effacement des autres. Souvent, la mentalité guinéenne juge comme ça. Ouais. J'ai parlé du cas du Sénégal. Il y a 6 langues nationales reconnues au Sénégal, alors que le Wolof est dominant. Les autres langues nationales sont enseignées. Au Mali, il y a 13, alors que le Bambara est dominant. Quand vous partez en Inde, il y a le hindi, après l'anglais et le hindi sont des langues dominantes. Mais il y a 18 langues officielles en Inde. En Afrique du Sud même, il y a 11 langues officielles reconnues dans la Constitution. Donc ça veut dire que moi, si moi quand même je suis décideur politique de la Guinée, pour des questions liées à la fierté des gens, il faut aller toujours vers le multilinguisme. C'est-à-dire qu'il faut aller vers le multilinguisme. Il faut laisser les langues en libre. Parce que les langues sont en libre. Ceux qui ont fait socio-linguistique le savent. Mieux vaut laisser la population décider. C'est très important dans la situation guinéenne. Quand vous prenez à l'indépendance de la Guinée, quand vous prenez dans les années 1940, toute la ville de Conakry ne parlait pas soso. Le Baga était dominante à Conakry jusqu'en 1940. Vous voyez comment ça change. Mais aujourd'hui, est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, la langue soso s'est imposée à toute la base. Maintenant, à l'indépendance de la Guinée, il y avait environ 8 langues qui étaient parlées à l'indépendance de la Guinée. Est-ce que vous comprenez? Même pendant la première république de Sékou Touré, on s'est rendu compte, à un moment donné, c'est devenu 6. Le régime avait choisi 8 langues. Mais l'Onéan et le Bassari ont dit, bon, nous préférons parler le pulaar. Donc on a supprimé, c'est devenu 6 langues vers la fin du régime de Sékou Touré. La Guinée était à 6 langues. Maintenant, aujourd'hui, on est à 3 langues principales, n'est-ce pas? Si on était à 6 langues en 1984, donc ça veut dire que l'élimination est en train de se faire progressivement, sans que la population ne le sache. Est-ce que vous comprenez? Cette élimination, aujourd'hui, on est à 3 langues. Cette élimination, on est à 3 langues. C'est ce qu'on appelle la science qui étudie ça. C'est ce qu'on appelle la socio-linguistique. Donc maintenant, la Guinée, qu'on le veuille ou pas. En Guinée forestière, on parle aussi. Oui, bien sûr. Non, quand je dis langue dominante, ça ne veut pas dire qu'une autre langue.
Alors, en Guinée forestière, c'est le Guerté. Est-ce que vous comprenez? c'est ça, C'est vrai. C'est la langue dominante. Est-ce que vous comprenez? Le Pelé. En Guinée forestière même, la langue dominante, c'est le Maninka, en fait, dans les grands centres urbains. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Et Dans les grands centres, ouais. À Zérekoré, vous pensez que c'est le... à Zérekoré, Oui, c'est bien le- sûr. Nzérekoré, c'est le Pelé et le C'est le Malinké. Pelé, le Et le Benamanké. Donc, Ils sont très parlés. à Kissidou, c'est le Kissi et le Malinké. C'est ce que je dis. Le Malinké est deuxième langue en forêt après les Mais langues qu'est-ce qui forestières. explique le fait que c'est les autres langues là, ils déclinaison? Qu'est-ce qui justifie ça? Est-ce Non, que c'est pas une déclinaison. C'est la société elle-même qui choisit. Et si vous comprenez, c'est la société. Ceux qui ont fait la sociolinguistique, c'est la partie de la linguistique qui s'occupe du dynamisme des langues. Donc, du point de vue dynamisme, il y a des facteurs favorables et défavorables. On peut analyser chaque langue de la Guinée, mais ça peut faire une autre émission. Est-ce que vous comprenez? Quand vous prenez le Soso, par exemple, en Guinée, la force de la langue Soso, même si le Soso, c'est une langue qui est parlée par une ethnie minoritaire en Guinée, mais la force de la langue Soso, c'est la langue de la capitale. c'est la langue de la capitale? Même si elle est moins étendue, Et est-ce que vous même comprenez? si elle est moins riche parce qu'elle a emprunté beaucoup à l'anglais. Oui, oui, même si elle est moins étendue, mais le fait que c'est la langue de la capitale, or la capitale c'est le centre administratif, commercial, culturel, donc c'est la zone d'immigration, l'économie aussi ça joue. Là où tout le monde vient, Ouais. la langue de cette zone a tendance à... La langue sociale, dominer, elle a emprunté un tendance peu à partout. dominer. Hein. Elle a emprunté à toutes les langues. Est-ce que vous pour se comprenez? construire, A pour se tendance à construire. dominer. Ouais. Donc il y a d'autres facteurs. Mais la faiblesse de la langue soso en Guinée, c'est que la population d'origine de la langue ne se déplace pas à l'intérieur de la Elle est Guinée. sédentaire. Vous savez, ça aussi, c'est un autre Facteur, aspect. facteur. Bon, ce facteur-là est beaucoup plus favorable à la langue maninka et poulard ouais. aussi qu'à la langue soso. Tout à fait. Et puis le contexte sous-régional aussi, ouest-africain, est beaucoup plus favorable au poulard Et au Malinké. et au maninka qu'au soso. C'est pour cela que j'ai dit ça dépend vraiment des dynamiques. Mais pour nous, à la langue, c'est trois langues aussi, c'est deux langues, je veux dire. Il y a Est-ce une que qui vous va- il y a comprenez? une qui va progressivement absorber l'autre. Oui, pour les ça besoins peut être de ces dans deux l'un langues, sens, ouais. une langue peut se véhiculariser Ouais, comme se ouais, vernaculariser. exactement. Ou les langues aussi peuvent se maintenir. Il y a des pays multilingues tels que la Suisse, tels que la Belgique, tels que le Canada. Effectivement. Donc il y a beaucoup de... tels que l'Inde. Donc c'est pas forcément l'élimination. aussi. L'élimination. Oui, mais il y a toujours deux qui vont après Mais- dominer. Hein. Mais il y a une chose quand même. Apprendre les langues nationales, ça va renforcer l'unité nationale. important. Je voulais passer Très ce bien, message. c'est important. Regardez, hein, malgré, parmi les acquis de cette expérience de la Première République là, et regardez, les cadres de la Première République sont plus multilingues que nous maintenant. Effectivement. Que nous maintenant. Parce qu'ils ont tout Est-ce fait que vous partout. comprenez? Hein. Imaginez que quelqu'un qui a appris le poulard, Ouais. si c'est bien aménagé linguistiquement, il apprend le poulard à l'abbé. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, arrivé en 6e année, il est obligé de prendre de choisir une deuxième langue nationale de la Guinée. Et il va faire le brevet et le bac dans ça. Est-ce qu'il va détester ça? Il va pas C'est-à-dire, détester. et s'il a fait le maninka, par exemple, à Kérouané, arrivé en 7e année, on lui obligatoirement tu choisis une deuxième langue nationale de la Guinée. Il va faire le collège. Ça sera une matière coefficiée au brevet ou au bac. Tu vas détester cette langue. Il va Maintenant, pas- si toi tu es de l'abbé, Ouais. tu peux choisir soit le soso, le maninka ou bien le pelé à partir de la 7e année. On t'enseigne ça comme matière. Ouais. C'est-à-dire, il y a tellement de stratégies pour amener les gens Oui, vers il y en a l'unité plein, nationale. ouais. Mais ce Et puis qui ça manque, aide aussi à avoir l'emploi. parce Oui, que l'emploi. Aujourd'hui, il y a des grands projets. Si tu ne parles pas, Une par exemple, langue- si je vais aller en Nzérekoré, il y a Oui. un poste, je ne Ouais. parle pas le Pelé effectivement, ou le en Malinké. off, je perds le disais poste, ça hein. quand Voilà. moi j'ai fait Ouais. sociologie à l'université de Conakry. Le PACV, le programme d'appui aux communautés villageoises, ils recrutaient des agents de développement communautaire et le PACV paye bien. Il y a un ami, est-ce que vous comprenez, qui a fait le test, qui a reçu le test, mais le poste c'était Il fallait- à Dalaba, à Dalaba. au Fouta Diallo. Il Lui, fallait il pas ne les Poulard. comprenait pas Poulard. Ah. Donc comprendre Poulard était une nécessité. Donc il a perdu ses postes parce que sinon il avait la qualité scientifique tout, mais il a perdu ses postes. Sans doute Donc ça veut dire depuis- que nos Sans doute universités... depuis qu'il a commencé à Il prendre a le dû Poulard. chercher Oui, une oui, femme. oui, Il a non, dû aujourd'hui, chercher- il parle non, bien a- Poulard. Il a cherché une femme peur Oui, maintenant. aujourd'hui, Mais- il parle bien. mais Donc, ça regardez- veut dire que, au-delà de la politique, les Guinéens se parlent dans les marchés. Non, même pas, Dans les même, marchés. même pas des Guinéens. Regardez, Est-ce au qu'on début, on orientait, lorsqu'on orientait quelqu'un en langue russe ou en langue chinoise, tout le Oui. monde se moquait de la personne. Oui. Mais ceux qui ont accepté de faire la langue russe à l'époque, Et c'est eux qui aujourd'hui qui travaillent, Oui. qui sont interprètes dans ces compagnies. Et aujourd'hui, et qui regardez, touchent, qui sont... l'Institut GOT, l'Institut allemand est en train de s'ouvrir dans toutes les universités Oui, guinéennes. effectivement. L'Institut Confucius aussi est à l'université Gamal, à l'université Kofi Annan. Il est temps d'apprendre le chinois Et aussi. à hein. l'université de Kankan. Oui, il faut apprendre le Oui, chinois. il faut apprendre le Mais, chinois, puisque ils sont- qu'on le veuille ils sont- ou pas. ils sont comme La des Chine- milliards. donc c'est pour vous dire que La Chine, c'est est en train de devenir un le acteur pays le majeur. plus peuplé au Donc c'est monde. pour cela, moi, vraiment, moi j'interpelle quand même
nos élus du peuple, les députés de la République, les élus du peuple, vraiment, concernant... Non, les élus du président Alpha Condé. Ils sont plus... Bon, ça, c'est un ils autre sont débat. périmés. Allez-y, Ouais, il y a des en questions. tout cas, 3 questions, merci. Sur Et Facebook. Aliou Gawal, PDG Diallo, qui s'adresse à vous. Pensez-vous que les jeunes vont accepter de se former dans une langue locale pendant qu'on n'arrive même pas à s'en sortir avec le français et l'anglais? Oui, bien sûr. Justement, on va Les jeunes vont accepter. Aujourd'hui, je vous parle à Guibou, il y a beaucoup de jeunes. Il y a même aujourd'hui des associations guinéennes d'écrivains en langue nationale. C'est des jeunes. Même nous sommes tous des jeunes, ceux qui sont aujourd'hui dans les langues. Et aujourd'hui, nous voyageons, nous faisons des séminaires, les conférences internationales, les ateliers. Donc on peut faire carrière. Nous, aujourd'hui, notre carrière. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis directeur des programmes de l'Université Kofi Annan de Guinée. Et ça veut dire que j'ai vu là-bas. Peut-être que c'est une institution privée. Mais aujourd'hui, quand vous allez voir que dans les ONG, dans les projets de développement, même la lutte contre Ebola en Guinée, on avait du boulot. Et le comité national de lutte contre Ebola, là, L'agence nationale. même CDC américain, Atlanta, là, ils m'ont envoyé des affiches, on l'a fait en cours. Donc, parce que les langues nationales font partie de notre environnement, donc si on la valorise, vraiment, c'est l'intérêt qui va amener les gens vers autre chose. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne cherche que son gagne-pain. Si tu sais que tu peux gagner ton pain quelque part, là vraiment, c'est pour ça que quand moi j'ai dit en Guinée que quelqu'un ne va pas accepter d'apprendre une autre langue, j'ai ri quoi. Alors, écoutez ce Parce que si ton emploi est lié à ça, tu ou vas le bien faire. ta situation professionnelle est liée à ça, vous allez voir. Ah, regardez C'est ce pour ça que- moi j'ai déploré un peu le code des collectivités locales de la Guinée quand un article a dit que les élus locaux doivent obligatoirement parler français. C'est un recul. C'est pas obligatoire. Oui, mais il y a un article qui le dit Oui. dans le code des collectivités locales. Donc, donc j'ai considéré ça. Donc ça, c'est un recul. Donc il y a eu des maires qui ont été vraiment, leur commune a été la meilleure commune. C'est-à-dire qu'ils ne savaient ni lire ni le français ni l'anglais. Ou bien, on a vu ça dans certains villages qui ont bien géré notre commune. Donc vraiment, il faut qu'il y ait vraiment un aménagement linguistique par rapport à ça. Donc vraiment, aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui apprennent les langues africaines. Plein de jeunes. Nafadji Sorikonde avec nous dans Aid. Nous-mêmes, on a besoin des jeunes développeurs comme ça au niveau d'un coup. Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'informatique, on a beaucoup de choses à faire. On est en sous-effectif. On a Doumbouya Kanda qui dit est-ce que le recours aux langues nationales à travers l'UNCO ne va-t-il pas isoler la Guinée de la science, de la technique et de la technologie? Oui, c'est la question. J'appelle ça, c'est des questions typiquement francophones. Regardez, c'est la même chose qui s'est posée en Chine. On a toujours dit aux Chinois, si votre écriture là, qui a beaucoup de caractères là, si vous restez dans ça, vous n'allez pas vous développer. Donc en fait, ce qui est important pour la maîtrise de la science et de la technologie, c'est la personnalité et la fierté de la confiance en soi. Moi, je vais rendre hommage à des pionniers en Guinée qu'on devait enseigner. Et là, Thierno Samba Mombi à Diallo. Et quand l'Almami du Fouta à Timbo avait voulu décréter l'arabe comme étant la langue officielle du Fouta, c'est là Thierno Samba Mombi à Diallo il a rédigé un poème. Il est venu trouver l'Almami du Fouta. Il a chanté le poème pour dire non. Si la langue poulard disparaît, le Fouta ne sera plus là. Et là donc, c'est lui qui a traduit le poulard, qui a traduit le Coran en poulard. Il est le père de la littérature classique Peul. Je lui rends hommage. Mais aujourd'hui, il n'est pas enseigné dans nos écoles. C'est ça aussi la Guinée. Je rends hommage à Solomon Kanté, inventeur de l'alphabet Nkou. Donc, je lui rends hommage. Je rends hommage à Alpha Kabinet Kaba et Mbemba Alpha Kabinet de Kankan là. Et les Kramo Alpha Mamoud de Kankan. Donc, il y a des pionniers en Guinée. Et si vous comprenez, normalement, quand on enseigne la grande différence entre la langue nationale Vous et la ne langue rendez pas étrangère. hommage à Nafo qui a fait la prière en Maninka? Oui, bon, comme on est en science, on n'est pas en théologie. Est-ce que vous comprenez? Il cherche Ça, un c'est logement, des- quelqu'un, il a été délogé. Non, on n'est pas en théologie. Vous savez, je ne suis pas théologien Voilà. pour juger Alors- et qualifier les faits. Donc aujourd'hui, Parce pour que lui aussi, terminer ce qu'il a avec fait, la c'est un question de exploit. Kanda aujourd'hui, voilà la question de Kanda aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une start-up même en Guinée ici, Continental Soft, qui a commencé à faire des tablettes éducatives pour la Guinée. Donc aujourd'hui, avec l'informatique et beaucoup d'autres choses, donc l'UNCO est une bénédiction, une chance pour la Guinée. Donc parce que ce que nous craignons, que 20 ans après,
qu'on aille chercher des thèses de doctorat pour l'Unco dans les universités européennes. Ça, vraiment, ça sera... Ou américaine. Nafadji Condé, Ça, avec vraiment, nous d'Aïe de Lynx, on est vraiment Ouais. pris par le temps. Il ne nous reste plus qu'à vous demander le mot de la fin. Bon, le mot de la fin, je lance un appel quand même aux autorités guinéennes, aux autorités du ministère de l'Éducation nationale. Je lance un appel aux intellectuels guinéens, à nos députés de la République. Vraiment, ce projet de loi, on ne dirait pas un projet nécessairement meilleur, il est toujours amendable. Vraiment, comme le projet est à l'étude, étudier cette proposition de loi, amender cette proposition de loi, enrichissez cette proposition de loi, mais adopter cette proposition de loi, ça fera la fierté de la Guinée, ça fera la fierté de l'Afrique et ça permettra vraiment à la Guinée aussi d'apporter sa contribution à la civilisation de l'universel. Donc ça permettra aussi à la Guinée vraiment d'étendre la main à nos pays voisins aussi qui utilisent l'Unco, nos voisins immédiats qui utilisent l'Unco, mais aussi c'est une expérience qui peut être étendue à d'autres systèmes d'écriture, qui peut être étendue à d'autres langues africaines. Donc quand une expérience marche, on doit l'étendre. Donc c'est une expérience qui gagne. Donc c'est l'appel que j'avais à avancer. Vivement l'adoption de cette loi. Merci vivement donc l'adoption de la proposition de loi portant protection, valorisation des langues et cultures de Guinée à travers l'introduction de l'alphabet dans le système éducatif guinéen. Une fois adoptée, cette loi pourrait aider la Guinée à avoir accès à beaucoup de financements dans le domaine du bilinguisme. C'est le souhait de Nafadji Sori Condé, membre du groupe de travail sur l'élaboration des matériels éducatifs dans les langues africaines et auteur de l'ouvrage Introduction aux coins alternatives linguistiques pour l'Afrique, édition Harmattan Guinée 2017. Nous l'avons reçu ce matin dans Aide de Lynx. La technique a été assurée par Djariat Diallo, Ignace Bilimou à la réalisation. Il y avait Tcherno Ibrahim Baldé à l'animation Aboubakr et Azokaba. Merci et bonne suite de programme sur Lynx FM 91.00. Ne quittez surtout pas nos ondes.